nous allons parler de la composition chimique et géodynamique de la Terre. Comme vous le savez, la composition moyenne de la croûte terrestre a été établie par les savants américains que vous connaissez. Il s'agit de Clark. Clark qui est considéré comme le père de la géochimie moderne, et Washington. Ils ont établi cette composition moyenne en se basant sur 5000 analyses. Les 8 éléments les plus abondants qu'on trouve sur la croûte terrestre sont l'oxygène, bien sûr, le silicium, l'aluminium, le fer, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium. Les résultats de Clark et de Washington ont été confirmés plus tard. Clark, comme vous le savez, est considéré souvent comme le père de la géochimie, ont été confirmés plus tard par un savant norvégien qu'on appelle Goldschmidt. Goldschmidt, si Clark est connu comme le père de la géochimie, Goldschmidt est connu, lui, comme père de la minéralogie et de la pétrologie moderne. La croûte est essentiellement constituée d'oxygène, souvent lié au silicium. C'est ainsi qu'on verra dans les analyses d'oxyde une prédominance de SiO2. Et SiO2, le plus souvent, s'allie à d'autres cations pour former ce qu'on appelle les silicates. Vous savez qu'on parle souvent d'une croûte silicatée. C'est un mélange du silicium qui a 4 liaisons et de l'oxygène. Et si on examine l'intimité des ions, on constate ceci, que 2 ions seulement, à savoir le silicium et le titane, constituent à eux seuls des groupements. Donc on a le groupement SiO2 et on a le groupement TiO2. Et ces groupements sont susceptibles de s'associer à d'autres oxydes métalliques. L'abondance des éléments dans la Terre totale est très différente de ce que nous apprend notre culture. En effet, dans notre culture, on croit que les éléments les plus abondants sont par exemple l'or, l'argent, le fer. Mais vous allez être étonné quand je vous dirai par exemple que le zirconium est beaucoup plus abondant que le cuivre dans la Terre. Alors, comme cela se fait souvent, on prend un nom de savant pour décrire une situation donnée. On appelle Clark d'un métal, Clark d'un élément donné, sa teneur moyenne dans la croûte terrestre. Goldschmidt a proposé une autre classification, une classification que nous appellerons géologique des éléments chimiques. En fait, nous avons, comme vous le savez, le tableau périodique où il y a déjà un classement des éléments, de différents types d'éléments. Mais Goldschmidt a proposé ce qu'on appelle une classification géologique. Et il distingue donc les éléments atmophiles, c'est-à-dire amis de l'atmosphère,
ce sont des éléments qui se concentrent dans l'hydrosphère et l'atmosphère. C'est essentiellement l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'ensemble des gaz rares, hélium, néon, argon, krypton, ça va, et xénon. On classe dans ce groupe également des éléments tels que le bore, tels que le carbone et l'essentiel des halogènes, c'est-à-dire le fluor, le chlore, le brome et l'iode. À côté des éléments atmophiles, on a les éléments lithophiles, c'est-à-dire amis du lithos. Lithos voulant dire roche. Ce sont les éléments les plus nombreux. Ils se localisent préférentiellement dans la croûte terrestre et dans le manteau supérieur. On trouvera ici des éléments majeurs constitutifs des charpentes de silicates. On aura donc le silicium, l'aluminium, le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium. On trouvera également des éléments mineurs plus rares possédant des propriétés analogues ou voisines comme le rubidium, le strontium, le césium, le baryum, le germanium, le gallium. Bref, on trouvera ici, dans ce groupe, l'ensemble des alcalins et alcalino-terreux et les métaux légers des trois séries de transition. Les produits de désintégration de l'uranium et du thorium, le bore, le carbone de nouveau, l'oxygène, l'ensemble des halogènes, fluor, brome, iode et chlore, le silicium et le phosphore. À côté de ces éléments que j'ai appelés maintenant lithophiles, on a les éléments chalcophiles. Dans les chalcophiles, il s'agit des éléments préférentiellement logés dans le manteau inférieur, comme le cuivre. Ils forment facilement des liaisons à prédominance covalente avec le soufre. Les éléments chalcophiles. Dans chalcophile, on voit chalco, ce qui veut dire cuivre. Les éléments chalcophiles se concentrent en gisements exploitables, notamment dans le sud Katanga et le Lualaba, deux provinces de la République démocratique du Congo. Ces gisements se concentrent dans ce qui est appelé Copper Belt, ceinture de cuivre qui chevauche la République démocratique du Congo et la République de Zambie, l'ancienne Rhodésie du Nord. Ici, on peut faire un distinguo, on peut faire une distinction entre les éléments strictement chalcophiles, comme le cuivre, mais aussi le zinc, l'argent, le cadmium, l'indium, le soufre, le sélénium, le tellure, l'antimoine et le bismuth, et d'autres éléments. Dans ce dernier groupe, on trouve des éléments tels que le vanadium, le chrome, le manganèse,
le fer, le cobalt, le nickel, le gallium, le molybdène et le rhénium. On trouve également un élément dont on est très familier, c'est l'or, et bien sûr le mercure, le thallium, le plomb, le germanium dont j'ai déjà parlé, l'étain, l'azote, le phosphore et l'arsenic. Enfin, on a les éléments sidérophiles. Dans sidérophile, on a le mot sidéro, fer. Le réservoir des sidérophiles et le noyau de la Terre. Trois éléments sont strictement sidérophiles. Il s'agit de l'osmium, de l'iridium et du platine. À côté de ces éléments, on a la trilogie fer, cobalt, nickel, accompagnée du molybdène, du tantal, du rhénium, de l'or, le plomb, le carbone, le germanium et l'arsenic. Voilà ce qui concerne la composition chimique et géodynamique de la Terre. Parlons maintenant de la géologie. Avant d'aborder les aspects plus strictement minéralogiques, nous allons vous parler de la géologie. D'ailleurs, dans les années passées, les diplômes qu'on délivrait s'appelaient diplômes de géologie et de minéralogie. Le mot géologie tire son origine de la conjonction de deux mots, de deux substantifs grecs, à savoir gé, qui veut dire terre, et logos, qui veut dire étude, qui veut dire science. Le mot géologie signifie donc littéralement science de la terre ou étude de la terre, ce que les Anglais appellent Earth Science. En fait, on parle aujourd'hui de plus en plus de géosciences. La définition de la géologie que nous vous proposons est un peu différente de la définition que nous propose Larousse. En effet, comme vous le savez, le dictionnaire Larousse, parlant de la géologie, est relativement restrictif. Le dictionnaire est relativement sommaire. En fait, il définit la géologie de la manière suivante: science des matériaux qui constituent le globe terrestre, en particulier ceux qui sont directement accessibles à l'observation, et étude de transformations actuelles et passées subies par la Terre. Dans notre cours, nous définirons la géologie de la manière suivante. La géologie, c'est l'étude de la Terre, c'est-à-dire l'étude de sa composition, l'étude de ses matériaux, l'étude de l'agencement des enveloppes qui la composent, l'étude des processus dont elle est le siège, l'étude de l'histoire de son évolution, ainsi que des diverses applications qu'elle implique. Son objet s'arrête donc le plus souvent qu'à l'enveloppe rocheuse s'étendant de la surface à 100 km à l'intérieur du globe,
c'est-à-dire environ 2% de son volume global, ça va. Les méthodes de la géologie sont également utilisées pour l'étude des météorites et l'étude de la plupart des planètes telluriques ainsi que leurs satellites naturels comme la Lune par exemple. L'étude géologique ne fournit que peu de renseignements directs sur les enveloppes internes comme la sténosphère, la mésosphère ou le noyau. Pour couvrir l'ensemble de ces éléments, la géologie fera appel à d'autres sciences aujourd'hui autonomes. Il s'agit notamment de l'astrophysique, la géophysique, etc. Et nous subdiviserons la géologie en 4 grandes parties. Pour mieux cerner sa complexité, donc, je parle de 4 composantes, 4 principaux aspects qui découlent de la définition que je vous ai donnée. Ainsi, je vois dans la géologie 4 branches. La première branche, c'est celle que j'appelle la géochimie. Il s'agit ici de la géochimie au sens large du terme. Ou plutôt, pour être plus exact, de la physico-chimie géologique. Ce que les Anglais appellent le geochemistry. Cette géochimie peut se définir de la manière suivante. C'est l'étude de la composition de la Terre et de ses matériaux. Elle implique notamment la cristallographie, la minéralogie, la pétrographie, la pétrologie, la géochimie au sens strict et la thermodynamique géologique. Après la géochimie, nous avons les aspects dynamiques dans ce qu'on appelle la géodynamique. La géodynamique, c'est la deuxième partie de la géologie. La géodynamique s'intéresse aux processus qui se déroulent dans et sur la Terre. La géodynamique elle-même se divise en deux. Il y a la géodynamique interne et la géodynamique externe. La géodynamique externe comprend des branches telles que la géomorphologie, l'hydrologie, la climatologie, etc. La géodynamique interne s'occupe de la volcanologie, de la magmatologie, de la structurologie, etc. La troisième branche, c'est la géologie historique ou géologie générale. Elle s'intéresse à l'évolution de la Terre au travers des âges, la paléogéographie, la sédimentologie, etc. Enfin, nous avons la géologie appliquée. Elle s'occupe des applications dans l'art de vie, dans la science de l'eau, dans la recherche et l'exploitation des combustibles solides, liquides et gazeux, géologie des hydrocarbures notamment, dans les travaux de génie civil, dans l'exploration de fonds marins, dans l'étude des réservoirs, etc. Elle comprend aussi la métallogénie, la géotechnie, la géologie des hydrocarbures, l'hydrogéologie, la géothermie, la géostatistique et en général toutes les branches dites
de la géologie de l'ingénieur. Voilà, nous allons momentanément nous arrêter là. En balance aussi, c'est que la minéralogie qui fait l'objet de notre cours au cours de cette année-ci appartient au sous-groupe de la géochimie, c'est-à-dire à la partie consacrée à la connaissance de la composition chimique et aux caractéristiques physiques de la Terre et de l'étude de ses propriétés physico-chimiques. Voilà, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui, en signalant pour terminer que la définition que je vous ai donnée de la géologie privilégie les relations verticales des différentes branches, mais à côté de ces relations verticales, il existe heureusement des relations horizontales entre les différentes branches. Sinon, ce seraient 4 branches totalement indépendantes. Nous entrerons dans le vif du sujet dès la semaine prochaine, quand nous allons vous parler de la définition de la minéralogie et que petit à petit, nous abandonnerons les autres éléments pour nous consacrer uniquement à cette science.